Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Va vers ton risque. René Char. Introduction. L'idée que l'on se fait des troubles psychiques détermine la façon dont ils vont être appréhendés. Nous sommes encore à une époque où toutes les voies restent possibles, pour autant qu'aucune n'a ouvert un champ nettement et constamment efficace dans leur traitement. Aussi recherches et propositions restent de mise, y compris dans le domaine de la psychanalyse. Elle propose, le plus souvent, une vision largement psychodynamique, ne se basant pas sur une hypothèse organiquement déficitaire du cerveau. De plus, et surtout, elle suppose une organisation de l'appareil psychique en lien avec le contexte humain avec lequel il s'est créé. Grâce au transfert, cette organisation n'a de cesse de se poursuivre tant que la vie relationnelle continue. Ces axiomes de base de la psychanalyse qui la différencient des autres approches présentent à mes yeux quelques avantages. Cela ne fonctionne pas si mal, dans ma pratique singulière et comme le montrent de nombreuses études. L'étude de l'INSERM qui sert depuis quelques années à invalider la psychanalyse dans le monde médical, universitaire et politique, n'était basée que sur des traitements de 10 à 20 semaines de psychothérapie analytique. Les études sur le long terme sont-elles plutôt bonnes, comme dit plus haut. Mais de plus, ces axiomes ont un effet éthique. Ils permettent de ne pas supposer chez les patients un quelconque dommage physique causal, puisqu'il n'est pas retrouvé dans l'immense majorité des cas, quoi qu'en disent certains neurologues trop pressés de conclure. Ainsi, le patient est un humain en miroir du thérapeute, sans différence essentielle, avec simplement une histoire autre et une intelligence adaptative produit du passé qui lui joue des tours dans le présent. Les lobbies de familles de patients lourdement touchés reprochent à la psychanalyse de les impliquer dans le processus pathogène. Mais la question n'est pas de savoir si ce reproche est juste ou non, mais de savoir si le fait lui-même est juste ou non. Il est dommageable que la science soit gérée par des réactions passionnées de la sorte. Que le fait soit avéré serait en fait une bonne nouvelle. Il permettrait tout un travail de prévention en amont, dans les crèches, les garderies, les lieux de l'enfance. Il permet déjà d'associer les familles au travail thérapeutique, augmentant les chances de succès. À l'inverse, le refus de ces hypothèses risque fort, si elles ne sont même que partiellement justes, d'aggraver considérablement les choses. La technique du psychanalyste a donc ceci de particulier qu'elle n'est pas une technique objective, mais essentiellement subjective. C'est sur cette particularité fondamentale qu'elle se différencie de la médecine, donc de la psychiatrie, et aussi de la psychologie. Dit autrement, impossible pour la psychanalyse que l'humain puisse être réduit à un objet scientifique, ce qui est encore validé par la vaine recherche de causes principales biologiques ou génétiques à un quelconque trouble psychique. Dans d'autres exemples, l'étude publiée dans le Lancet en février 2013 qui sert actuellement d'appui pour affirmer l'origine génétique de la schizophrénie et des troubles bipolaires, ne montrait en fait qu'une faible association statistique de deux gènes, ce qui signifie en fait que l'immense majorité des cas étudiés ne présentaient pas cette anomalie. Pourtant, continuer à employer ce terme de technique reste de mise, dans la mesure cela oblige à scinder ce terme en deux grands ensembles. Les techniques qui s'appliquent à un objet et celles dont l'objet est une partie d'elle-même. Il est donc des techniques projectives, dont le savoir se développe sur un objet, comme les mathématiques, une grande partie de la médecine, la biologie, etc. Mais il existe aussi des techniques réflexives, dont le développement implique un retour sur elle-même de cette technique, et la modification concomitante de son développement. La physique relativiste en fait partie, puisque l'observateur y fait partie de l'observation. Il est possible de parler de ce relativisme en évitant le débat entre Alan Sokal, publiant à dessein un canular relativiste dans une revue scientifique sérieuse, et entre autres, Bruno Latour-Seth, défendant le relativisme sociologique de la science dans diverses réponses à Sokal qui tendraient à choisir entre l'objectivité scientifique totalitaire et le relativisme généralisé. En vain car ils représentent en effet chacun une part hétérologue de la démarche scientifique, celle qui tente de cerner le réel d'une part, et celle qui prend acte que la subjectivité du scientifique signe sa dimension humaine. Pour ce qui nous occupe, la question est beaucoup plus précise. L'appareil psychique humain étant largement constitué de langage, il est certain que les mots qui s'échangent dans l'espace d'interlocution vont modifier chacun des interlocuteurs de l'échange concret de paroles.
C'est de ce relativisme réflexif-là dont il s'agit expressément dans ce travail. Lorsque les mots s'échangent, les appareils psychiques se modifient de ce fait. Dès lors, si on veut vraiment rendre compte d'une technique de la psychanalyse, impossible de ne pas prendre l'ensemble analyste-analysant comme objet d'étude. Dans ce cadre, une clinique existe, mais qui est alors un objet étrange, dont le destin ne se déduit pas de celui de chacun des interlocuteurs, patients et analystes, mais de l'interaction profonde des deux. Il est alors logique que le travail sur la technique commence par la question du désir du psychanalyste. Nous traiterons ensuite du silence, pour autant que c'est le deuxième point qui distingue centralement la psychanalyse des autres approches du trouble psychique. Il permet le déploiement de la structure du symptôme et l'appréhension de l'entrée dans le transfert de part et d'autre du divan. Ensuite, dans ce contexte théorique, les couples interprétables-ininterprétables, intervention-interprétation et enfin psychothérapie-psychanalyse seront explorés. Dans une seconde partie, après ce travail sur le transfert et ses diverses fonctions et techniques, nous verrons comment une fin d'analyse reste possible avec et malgré lui. Enfin, tous les exemples cliniques sont modifiés suffisamment pour qu'aucun patient ne puisse s'y reconnaître, pour des raisons éthiques évidentes. Première partie, la technique de la psychanalyse. Chapitre 1, le désir du psychanalyste. La question du plaisir. Une ligne de partage existe entre les humains. Elle délimite ceux et celles qui sont professionnellement intéressés par la souffrance, la relation d'aide, et les autres dont les métiers sont surtout déterminés par la recherche du plaisir de l'action et de la créativité, sans se soucier prioritairement d'aider les autres. Dans mon expérience, les seconds vont dans l'ensemble beaucoup mieux que les premiers dans leur corps et leur vie personnelle. Rien n'est dit de leur efficacité altruiste par contre, si je soupçonne que là aussi, cela allait peut-être plutôt mieux de ce côté-ci de la barrière. Il est clair que les psychanalystes et thérapeutes appartiennent très souvent à la première catégorie. Heureusement pas tous. Alors, allons tout de suite à la conclusion. Choisissez votre analyste parmi les bons vivants, qu'il ne soit pas trop sérieux et surtout joyeux, avec des activités et investissements où le plaisir de la relation l'emporte sur sa déconstruction. Voilà qui est bien plus important que l'école à laquelle il appartient. Bref, le désir de l'analyste surtout doit être ailleurs que dans la souffrance. C'est en fait le même constat qui permet d'apercevoir que des parents qui s'occupent prioritairement de leurs désirs et de leur construction avec le monde, sont plus motivants et souvent moins toxiques pour leurs enfants que ceux qui se fixent quasi exclusivement sur leur progéniture. Le désir de la souffrance, le désir de guérir, ou le symptôme ordinaire du médecin et de l'analyste. Le premier psychanalyste était médecin. Un détour par ce désir d'être médecin s'impose. François Perrier, pour ceux qui l'ont connu, disait volontiers que ce désir était l'évitement d'une carrière d'hypocondriaque. Le point commun qui va ici nous occuper entre médecins et analystes tient donc à leur intérêt professionnel pour la souffrance. C'est ce que j'appelle le désir de la souffrance. C'est à mon sens un symptôme en soi, et l'enjeu d'une pratique professionnelle qui débute ainsi est d'évoluer vers une sortie de ce symptôme. Ce qui n'est pas toujours facile, car désir inconscient, assise et reconnaissance professionnelle forment alors un ensemble parfois trop stable. Il est remarquable de noter qu'existe un syndrome de l'étudiant en médecine, isolé en 1908 par un médecin américain, G.L. Walton, syndrome fréquent chez les jeunes médecins qui se trouvent toutes sortes de maladies. Il s'agit à l'évidence d'une impasse de l'énergie vitale, de la libido. C'est que le désir sexuel exogame est bien ce qui rassemble le corps dans un élan vital, pour la raison que création et transmission sont les buts ultimes de la vie, les enjeux instinctuels et culturels qui nous situent tous à notre place dans la chaîne humaine en sortie du familial. Et étudier le corps n'est pas vivre le corps, comme étudier le désir n'est pas le vivre. Bien qu'heureusement ces deux plans ne soient pas incompatibles, l'un domine parfois exagérément l'autre, comme Perrier le remarquait dans son remarquable travail sur l'hypocondrie. La critique exagérée de tout ce qui est action, au contraire de la pensée qui est alors surévaluée voire obsessionnelle, signe ce genre de dérive. La théorie psychanalytique est souvent l'occasion de ces dénigrements, surtout lorsqu'ils touchent la sphère du plaisir et de la jouissance. C'est sans doute Diderot qui parle le mieux de ce discrédit dans son article de l'Encyclopédie à propos de la jouissance,
laquelle est tout de même le moteur princeps du renouvellement de la vie, avant de relier symbolique et réel comme Lacan le soutenait. S'il y avoit quelque homme pervers qui pût s'offenser de l'éloge que je fais de la plus auguste et la plus générale des passions, j'évoquerai devant lui la nature, je la ferois parler, esperluette elle lui diroit. Pourquoi rougis-tu d'entendre prononcer le nom d'une volupté, dont tu ne rougis pas d'éprouver l'attrait dans l'ombre de la nuit? Ignores-tu quel est son but, et ce que tu lui dois? Crois-tu que ta mère eût exposé sa vie pour te la donner, si je n'avois pas attaché un charme inexprimable aux embrassements de son époux? Tais-toi, malheureux. Esperluette songe que c'est le plaisir qui t'a tiré du néant. Notons que Diderot taxe de pervers celui qui s'offense de l'éloge de la jouissance, lorsqu'elle est de transmission, dans le souci du semblable, dans l'amour. Plus haut dans l'article, il y oppose à juste titre une autre jouissance de destruction, elle, dans la mesure où elle ne se préoccupe pas d'altérité. Mais n'est-ce pas la même déviance que celle de notre pervers offusqué, dans la mesure où celui-ci s'offusque de ce qui pourrait en fait le rendre humblement humain? Nous verrons saint Augustin lui-même tomber dans cet écueil. Sans doute ce pervers qui s'offusque de l'éloge de la jouissance amoureuse s'offusque-t-il aussi tout simplement du fonctionnement concret du corps et de l'esprit, dans son rapport à la transmission, à la génération. On retrouve là l'intuition de François Perrier. Vouloir exclusivement comprendre à tout prix le fonctionnement du biologique, se passionner pour les maladies et dysfonctionnements du corps et de l'esprit n'est fondamentalement pas du tout la même chose que d'en profiter, de les vivre. Dans cette envie de comprendre le fonctionnement du corps et des maladies se niche parfois sans doute la même question que celle que pose un homme qui passe ses week-ends à bricoler sa voiture plutôt que d'en profiter pour flâner le dimanche avec son épouse. De même pour cette envie trop exclusive de savoir ce qui se cache derrière le corps de la femme pour l'homme, et réciproquement. On évite ainsi son histoire inconsciente et les risques féconds qui y sont liés, à vouloir démonter le désir plutôt que de s'en servir. On se souvient que Freud, à la fin de sa vie, avouait qu'il avait échoué à savoir ce que voulait la femme. Voilà un aveu d'échec sans doute lié à un abus de psychanalyse et de cigares. Lacan fut plus radical, qui déclara donc que la femme n'existait pas, ce qui était, outre une pertinente remarque sur l'absolu féminin aveuglant pour certains, aussi une bonne façon de se débarrasser de son désir. Il est vrai qu'il soutenait possible de traverser le fantasme, ce qui revient d'une certaine façon au même. Il est des fantasmes pathogènes qu'il convient de traverser, mais il en est d'autres qui sont simplement en rapport avec le désir. Les médecins et analystes sont-ils ainsi encombrés du corps désirant de la femme, raison pour laquelle ils veulent y aller voir au sens propre? Je me rappelle d'un apprenti chirurgien, à qui je demandais ce qu'il aimait dans cette occurrence de l'intervention chirurgicale, et qui me répondit que je n'imaginais pas le plaisir à avoir les mains dans les tripes. Il est probable que cette incursion sanglante était plus simple à concevoir pour lui à ce moment, qu'un vrai rapport amoureux et ses remaniements imprévisibles pour le psychisme. Les médecins en analyse ont peut-être intérêt en conséquence, à choisir un analyste qui ne le soit pas, afin d'éviter toute collusion dans le transfert autour de cette question. L'histoire clinique est ainsi faite que les détours de la vie nous en apprennent souvent plus que les chemins que nous croyons tracés. Combien de médecins ai-je rencontrés en analyse ou thérapie, dont le rapport fondamental au féminin était fait d'obéissance et de crainte, plutôt que de partage et de découverte. La maîtrise subie se transforme alors en désir de connaissance, quasi anatomique, du corps et de l'esprit de la femme, pour inconsciemment en démonter et maîtriser l'inconsciente dangerosité. Que le médecin soit lui-même homme ou femme n'y change rien, pour autant qu'existent des transmissions féminines qui ouvrent ou ferment aussi à la question de la féminité. On peut supposer, ou espérer, une configuration désirante d'un autre ordre qui puisse occuper le médecin ou l'analyste. Il est clairement possible d'être thérapeute d'un autre point de vue, dans une tradition familiale authentiquement assumée par exemple, ou dans un désir de découverte, d'amour de la vie et de sa complexité aussi, pourquoi pas. Mais la part initiatique de ces métiers reste sans doute dominante, et passe alors par le symptôme et sa traversée. Tout désir comportant sa face inconsciente, quelle que soit sa configuration d'origine, ce qui importe dans le processus est l'éclairage que la vie propose à cette part d'ombre.
Un médecin peut tout à fait partir d'une configuration clairement névrotique de son désir médical pour évoluer ensuite par la suite, et donc dans sa pratique. C'est ce que démontre la tenue des groupes Balin avec des médecins, lorsqu'ils sont d'une durée suffisante, c'est-à-dire de quelques années. Il faut cela pour qu'existe du remaniement symbolique, c'est-à-dire que les cartes soient redistribuées entre corps et signifiants. Il en est de même pour les analystes. Symptômes et désirs. Traversant ces cheminements professionnels, le symptôme maintient le signe insistant d'une complexité in-situ et aveuglante à la fois. L'angoisse montre l'impasse et l'inconscience du désir lors de ces trajets. Tel engage des études d'infirmier, s'angoisse en chemin et prend le temps d'une psychothérapie puis devient analyste. Il y découvre d'ailleurs assez vite que sa propre mère l'avait martyrisé enfant, le roulant dans ses excréments afin qu'il soit propre, ce qui se passa bien entendu. Qu'il ait été sans secours à l'époque l'amena à désirer fournir ce secours à l'autre, dans une impasse que l'angoisse permit de révéler. Le symptôme-là avait un sens, qu'il fallait décrypter pour qu'il recommence à pouvoir profiter de ses désirs vivants. Est-ce à dire que tout désir professionnel soit trace ainsi d'une projection inconsciente ? Oui, certainement, mais toute projection inconsciente n'est pas pathogène, il en est qui engage simplement le processus identitaire dans sa construction risquée du plaisir de vivre. Seulement dans ces cas, ce ne sont pas des métiers d'aide ou de soins, mais des métiers de plaisir et de construction qui sont choisis, ainsi que je l'évoquais en début de ce travail. Dès qu'il s'agit de vouloir aider, guérir, soigner, soutenir, on est alors dans la situation projective et économique de passer à côté de sa propre souffrance, de n'en rien vouloir savoir et donc de la garder en symptôme. Sur ce plan, les analystes ne sont pas mieux lotis que les autres puisque l'objet même de leur assise professionnelle est la souffrance de l'autre, même s'ils sont un peu plus à l'abri de ces projections en raison du statut particulier qu'ils donnent à la guérison, d'être par surcroît, et aussi par la nécessité d'une analyse personnelle. Aussi le désir de l'analyste est-il toujours, je dis bien toujours, un symptôme résiduel, par le simple fait que le désir ne s'adresse pas au plaisir, mais à la souffrance. Mais qu'est s'intéresser au plaisir, qu'est s'intéresser à la souffrance ? Le désir de savoir. En effet, le désir de savoir s'il passe par un questionnement généré par la castration, ses craintes et d'autres interrogations archaïques liées à la distance parfois traumatique entre l'objet et la satisfaction, s'origine cependant aussi d'ailleurs. C'est que la relation au signifiant est consubstantielle de la création de la plus petite étincelle de vie chez l'humain, ce que montrent largement les pratiques surprenantes de la clinique de la petite enfance. L'effet d'une parole cohérente et vraie, reliée à une attentive interaction sur la santé psychique du nourrisson a été montré largement dans les travaux des psychanalystes d'enfants. C'est dans la mesure où un dysfonctionnement à ce niveau existe que la butée se fera ensuite sur le savoir de la castration, donnant éventuellement un désir médical ou analytique proche ou équivalent d'un symptôme. Ce défaut d'articulation entre le signifiant au départ familial et l'enfant, cette place qui n'est pas faite dans la proposition de l'univers symbolique, hostile, au désir du sujet naissant, porte en germe bien des configurations psychopathologiques. Le risque est grand qu'alors, l'univers instinctuel puis imaginaire se désolidarise partiellement ou complètement du symbolique proposé dans la transmission, ouvrant la voie à de multiples troubles, du plus bénin au plus grave selon l'ampleur du phénomène. Lorsque toute l'énergie libidinale se concentre sur des enjeux d'objets extérieurs au sujet, sans faire la place aux subtiles subjectivités des uns et des autres, l'univers symbolique ne propose plus un habitat articulé autour des petites différences narcissiques, ainsi que les appelait Freud. C'est dans ces contextes difficiles que les configurations désirantes pathologiques peuvent se voir, dont des désirs de maîtrise de l'objet féminin, ou du corps et de ses différences. Mais au moins s'agit-il dans ces désirs un peu troubles de soigner l'âme ou le corps, de chercher à en rétablir un fonctionnement plus harmonieux, au contraire du vrai hypocondriaque, qui souffre d'une étrangeté beaucoup plus radicale à son propre corps, cherchant plus à s'en plaindre qu'à en savoir quelque chose. Passer du désir vacillant au désir du psychanalyste, Freud l'a fait, et d'autres après lui. En réalité, il peut s'agir aussi de passer du besoin du contrôle du corps à celui du contrôle du désir de la femme, plus singulièrement. On se souvient de la remarque désabusée de Freud à la fin de sa vie. La psychanalyse n'avait pas répondu à sa question sur ce désir,
puisqu'il l'avait inventé pour ne pas y répondre et même pour l'éviter, comme en témoigne l'économie chirurgicale du sperme qu'il s'infligea, la supposant élixir de longue vie, en écho à une mode fort ancienne. Ce qui nous donne une indication importante pour notre sujet d'aujourd'hui. Ce n'est pas en inventant une science qu'on explore son désir inconscient, pas plus pour Freud que pour Lacan. Ce dernier soutenait en effet que dans son séminaire, il était en position d'analysant ce qui ne l'avança guère, on l'a constaté, puisqu'il ne cessa de s'en plaindre. Faute d'analyste en chair et en os, bien sûr. Un public n'est pas un analyste, et sans analyste, pas d'inconscient. Tout au plus le public, les autres sciences peuvent-elles pointer des limites, ce qui n'est pas la même chose. Ainsi un premier point notable peut-il se poser quant au désir de l'analyste, après ce détour sur le désir du médecin. C'est à proprement parler souvent le principal obstacle à l'analyse. Rappelons-nous cette histoire qui circule, comme disent nos amis italiens, sinon è vero, è bene trovato. Quelqu'un sur un divan fait une séance tout à fait inhabituelle, avec des ponts, des associations inédites, des liens qui éclairent tel ou tel symptôme. À la fin de cette séquence déjà mémorable pour lui, il se tourne vers l'analyste pour en témoigner. Ce dernier était mort bien silencieusement dans son fauteuil. Les désirs médicaux, scientifiques, psychothérapeutiques et psychanalytiques ne sont cependant pas superposables. On peut dire des seconds qu'ils sont une exploration du monde, du corps pour les premiers, du trouble psychique pour les troisièmes, du désir lui-même pour les derniers. Il s'agit aussi et surtout pour tout le monde de se découvrir en avançant vers les objets singuliers qui ont été choisis, ou qui se sont imposés, ou qui apparaissent, bien qu'il s'agisse toujours un peu des trois. On peut simplement pour le moment remarquer que ces quatre aspects sont en réalité beaucoup plus complémentaires qu'il n'y paraît. Qu'est le corps sans l'esprit, l'esprit sans le monde, et tout cela sans le désir? Faut-il alors prétendre à être scientifique, médecin, psychothérapeute et psychanalyste pour commencer à s'y retrouver un peu dans son désir? Je ne suis pas loin de le penser, en restaurant ainsi la définition que le XVIIe siècle donnait à l'honnête homme, première formulation de la pensée hétérologue, complexe, opposée à la pensée spécialisée de maîtrise. C'est que chacun de ces domaines, ayant quelque chose à dire des limites des autres, permet par là même d'en aborder la face in situ. L'autre savoir tient ainsi la position du tiers, permettant un pas, un saut de côté, une mise en perspective, une conscience nouvelle. Explorer par l'association libre ces autres savoirs, les facettes inconnues des symptômes, serait alors la posture singulière du psychanalyste autorisant le travail sur l'inconscient. Ce savoir qui fait tiers est une autre façon de parler de cette identification primaire au père qu'effleure Freud, que Lacan pose comme la condition d'évitement de la psychose. C'est le mode d'entrée de l'homme dans l'univers signifiant et du désir. Combien de fois ai-je constaté, et d'autres avec moi, que le souvenir s'éveille, et avec lui la conscience, alors que l'univers mère-enfant est croisé par un événement tiers, souvent mettant en cause le père. Rien que de plus normal, de plus logique, c'est à sortir d'une sphère qu'on commence à l'apercevoir comme entité, qu'on cesse d'en avoir une vision partielle. La première identification au tiers fait exister le sujet, le sort du fusionnel et permet le départ de sa mémoire propre. C'est sans cesse ce même mécanisme qui reste au cœur de l'analyse et de la position de l'analyste, de permettre le pas de côté, la déprise de l'identification imaginaire, du miroir, avec ce qu'on regarde, ce qu'on pense, ce qu'on dit. Cet effet proprement géométrique de perspective est permis par cette position d'extériorité d'un autre savoir. C'est cette extériorité au monde intime du sujet qui autorise la position analytique, à condition que la théorie analytique elle-même reste limitée et bordée par les autres sciences. On voit que cette vision est alors très proche de la question plus largement humaine de la transcendance. En effet, si l'analyste se borne à avoir un désir simplement externe, il ne fait qu'en rajouter une couche sur le familial, fait lui-même de cercles identificatoires concentriques, donc imaginaires, spéculaires. Si à l'inverse, il s'appuie sur la seule dimension du langage, dans sa fonction fondamentale de transcendance de l'objet, il reste dans sa fonction. Et là, le choix est toujours binaire. C'est soit le règne de la dictature animale et imaginaire prédatrice de l'objet, soit l'assomption du plaisir d'apprendre, de savoir et de connaître à travers la transcendance essentielle du symbolique sur le sensible. Cette dynamique est de mise toute la vie. Disons simplement que plus on y entre tôt, plus il est commode de circuler dans le monde humain. Mais le débat reste de mise à tout âge,
de même que ces deux logiques, disons de possession imaginaire et de partage symbolique, sont constamment présentes dans un rapport hétérologique. Deleuze disait cela autrement, soutenant que dans la vie, tout n'était question que de don symbolique ou de capture imaginaire. Quelle est donc cette articulation qui permet le passage, la circulation vitale entre l'un à l'autre plan, qui maintient en fait le vivant du corps et du symbolique, leur intrication constante? Cette intrication pulsionnelle si souvent constatée comme condition à l'évitement de la mélancolie? Quelle est cette copule qui va, par sa présence, permettre un savoir vivant dégagé de la dictature de l'objet, et dont l'absence va conditionner divers symptômes, dont le désir de soigner, d'être médecin ou analyste, même si ce n'est pas la même chose. Le symptôme sera plutôt hypocondriaque dans un cas, obsessionnel dans l'autre, et assez souvent hégémonique dans les deux éventualités, nous y reviendrons. Le signifiant, fermeture ou ouverture du savoir? C'est en fait la critique de la notion de l'épinglage signifiant lacanien qui permet d'avancer ici. Cette autre incastrable qui provoque la massification signifiante en traits psychopathologiques toujours sévères, c'est concrètement quelqu'un qui ne se laisse pas couper la parole, jamais, qui n'a jamais tort. Or la parole, pour tenir sa fonction signifiante civilisée, se doit d'être coupée sans cesse par l'univers des significations. C'est à ce prix qu'elle peut sans cesse se remanier pour rester dans le vivant des existences qui s'y entrecroisent. Vezac la coupe sans cesse, pour que l'adaptation reste possible au monde et à l'autre. L'axe des significations internes, c'est-à-dire le sens et les affects du sujet parlant, et celui des significations externes, à savoir l'univers sensible de l'autre et du registre social. Aussi, loin d'être épinglé, le signifiant est sans cesse remanié du dedans et du dehors, ce qui autorise les sujets à exister les uns avec les autres et limite les productions pathologiques. Un être humain qui ne se trompe jamais, qui n'accepte pas ses propres erreurs, n'autorise en fait aucun remaniement, ni chez lui, ni chez les autres. Ainsi d'un analyste qui adhère trop passionnément à sa théorie et ses maîtres. Conclusion pratique importante. De ce point de vue, l'analyste ne dit que des approximations partielles, c'est-à-dire ne professera jamais aucune vérité que pourrait venir habiter l'analysant. Il n'est pas d'interprétation juste d'un désir, contrairement aux symptômes, qui, si elle existait, viendrait alors supprimer la subjectivité du patient. On peut aussi remarquer que les parents aussi ne disent que des approximations, quand ils expliquent à leur enfant qui il doit être. Tout ce qui vient ainsi épingler une signification dans un signifiant tue la vie du langage, et donc exclut le sujet du champ du dialogue. Le processus névrotique et psychotique s'il est massif, est précisément l'épinglage signifiant. Lacan comme Freud, croyait à la possibilité de la justesse d'une interprétation pour un sujet, à partir de la même erreur qui fut de concentrer la subjectivité dans un paradigme langagier. S'il est une logique de l'inconscient, alors la messe est dite, la vérité du sujet peut être posée, le faisant disparaître par la même. Dire que le signifiant représente le sujet est une erreur, même si cela s'atténue de supposer que c'est pour un autre signifiant. Le signifiant représente une des multiples logiques du sujet, qui est lui, à la croisée des logiques signifiantes, affectives, sensorielles, imaginaires qui le traversent de façon toujours irréductiblement singulière, et autorise le remaniement signifiant constant au long de la vie. Une autre façon de penser ce problème est de constater, si l'on prend les choses uniquement du côté biologique, que le cerveau est composé d'à peu près 150 milliards de neurones, dont chacun possède autour de 30 000 connexions, grâce à quelques milliers de neuromédiateurs différents. On entend mieux que l'effet de toute interprétation est incalculable, comme disait Lacan, ou qu'une interprétation est toujours peu ou prou une erreur ou une vérité fort partielle, ce que je dis moi. Le savoir permet de s'intéresser beaucoup plus à l'effet sur la parole du patient de ce qui s'est interprété dans le transfert, qu'à sa propre théorie, toujours infiniment plus pauvre que la complexité du sujet. Il faut donc pousser plus loin ce qu'on avançait tout à l'heure. Transcendance et subjectivité se remanient sans cesse l'une l'autre. L'arbitraire du signe, qu'à l'évidence il convient de conserver, ne signe que l'extériorité évidemment fondamentale du monde symbolique, ouvrant la division subjective et la conscience humaine dès lors que la dénomination s'installe. Mais même là, dans cet arbitraire, la dénomination va exister de façon différenciée pour chacun. L'arbitraire n'est pas le même pour tous, une clinique de cet arbitraire existe. C'est précisément dans cette clinique que l'accès au savoir va être possible ou non.
Répétons-nous, le savoir est toujours singulier, c'est donc toujours d'un remaniement de la transmission dont il va s'agir. Ce mécanisme a lieu très tôt. C'est lui qui permet l'entrée dans la subjectivité. Si le savoir des parents accepte d'être remanié par l'éprouvé de l'enfant, ce dernier entrera dans l'univers symbolique qui lui est proposé. Le savoir aura un lien dès lors profond et authentique avec lui-même. Notons que la plupart des organismes universitaires, comme le Collège de France d'ailleurs également, fonctionnent sur ce principe de remaniement, ce qui les différencie d'emblée des transmissions religieuses ou sectaires. En effet, il est inscrit d'emblée que celui qui entre là aura un jour à réinventer le savoir qui lui est proposé. Une thèse de médecine est un remaniement du savoir, sur tel ou tel point de détail. Mais un vrai remaniement est toujours affaire de détail. Chacun apporte ici sa pierre, et la montagne du savoir avance ainsi. De même, le cahier des charges du Collège de France est l'originalité, donc la singularité du travail proposé. Ce que je soutiens est simplement que quand cela commence au berceau, cela va encore mieux. Ainsi, que chacun puisse partiellement remanier les règles qui le déterminent est la condition forte pour qu'on puisse y entrer en tant que sujet, donc dans un plaisir singulier. Le désir, lié au corps singulier, peut alors se relier au savoir. Une maldonne à ce niveau va préparer la transformation de la curiosité sexuelle en désir de contrôle, trace de la maîtrise nécessaire pour qu'un danger soit écarté. Il convient en effet de maîtriser ce qui nous maîtrise. L'effet de miroir est quasi absolu en ce domaine, pour celui qui a été exclusivement épinglé dans le signifiant. Il faudra qu'il épingle avant d'être épinglé à nouveau, voire qu'il étiquette avant de l'être lui-même encore. C'est une nouvelle définition, on le voit, de l'effet papillon. Le désir de l'analyste est-il un désir d'avancer dans le savoir, ou un désir de le maîtriser, et par là de maîtrise de l'autre ? Voici ainsi une première question, qui concerne tout humain, donc tout analyste. Seule l'envie d'avancer et de découvrir a à voir avec une transmission, la maîtrise étant toujours un avatar de l'évitement de la castration, à défaut de la dimension précédente. Mais si on évite la castration, que reste-t-il sinon la maîtrise sans la transmission ? Savoir, désir, mort et transmission. On rejoint là, via la transmission, la thèse lacanienne de la place de la mort dans le désir de l'analyste. Posons tout de suite qu'il s'agit là de la problématique de la bouteille, ici de Klein, que l'on va voir à moitié pleine ou à moitié vide. Ainsi, pour parler de désir de mort chez l'analyste, pourrait-on aussi bien parler de désir de transmission, pour autant que c'est exactement la même chose, simplement en inversant le relief. Ce qui se gagne au passage n'est pas rien, puisqu'il s'agit alors de créativité et d'invention, et non de énéantisation ou d'absence radicale d'être, ce fameux décêtre qui fit tant de dégâts collatéraux dans les rangs des institutions lacaniennes. Il est vrai que Lacan se préoccupa trop à partir d'une certaine époque de faire école. Il bétonna donc une transmission plutôt que de continuer à la laisser remanier. Il s'institua en maître théorique, face à des élèves en déêtre d'admiration. Cette notion de décêtre fait d'ailleurs penser à la quête du nirvana hindou, état dans lequel on se défait de ses sensations et de ses désirs après s'être départi de ses biens, dans une méditation dont le rapport avec la mort est sensible jusque dans ses effets, comme le ralentissement cardiaque par exemple. Rares sont ceux qui mettent en rapport cette attitude avec les phénomènes de caste en Inde. Pourtant, le désespoir engendré par cette situation politico-religieuse est tel, toute révolte tellement difficile ou impensable, que l'aspiration religieuse et ascétique est littéralement une forme de solution là-bas, voire un gage de stabilité sociale. Reste que la méditation est une solution de retrait, de mise à distance dont l'efficacité ne fait aucun doute face aux multiples problèmes posés par l'hyperstimulation liée à la vie même. Elle permet elle aussi un pas de côté qui autorise bien des mises en perspective, comme l'exil dont elle est la forme intérieure. Il n'y a aucun doute que dans le protocole de l'analyse, la discrète somnolence de l'analyste s'apparente à une forme de méditation. Se déprendre de l'immédiateté des paroles de l'analysant permet d'accéder à un autre niveau de présence, dont le dévoilement progressif fera le chemin de l'analyse. Si le décêtre se limite à cela, il devient simplement la suspension nécessaire et temporaire du désir de l'analyste afin que se dévoile celui de son patient.
Cette absence de réponse à la parole proposée afin d'autoriser un dévoilement de l'inconscient du discours fait le cœur de l'analyse. Il est mis en acte au niveau du protocole de l'Académie baroque à Alters et existe aussi, il faut bien le dire, dans les loges maçonniques depuis fort longtemps. La seule différence de taille tient au fait que cette méditation est en Occident un moyen de connaissance de son désir pour être au service de sa perte en Orient. La réalité occidentale est telle que le désir et son expression individuelle peuvent avoir une place dans le champ social, ce qui est le message fort de la Révolution française et de la Déclaration des droits de l'homme, alors qu'il en est expressément exclu dans l'Inde traditionnelle, encore fort présente dans l'Inde moderne. La conséquence se mesure au niveau du corps. Il devient source de connaissance, comme chez Spinoza, l'origine d'un pulsionnel qui peut se déployer dans le social alors qu'il est l'obstacle, le frein pour ce but de dissolution dans le grand tout qu'est l'ultime du chemin hindou. Il est clair que dans les deux cas, il s'agit cependant de transmission selon des modalités qui sont culturellement différenciées. L'une d'elles, pourtant, propose expressément une possibilité de remaniement du corpus de savoir, son avancée, l'autre ne visant que d'entrer dans une immobilité extatique, effaçant les styles singuliers au passage à travers un rituel immuable. C'est d'ailleurs cette universalité dans laquelle se situe d'emblée la sagesse hindoue, qui n'en fait en rien une thérapeutique individuelle. Manque l'histoire singulière du corps, de ses affects et des signifiants où ils s'inscrivent. C'est que l'aperçu de cette histoire précise est toujours aussi une contestation familiale, puis sociale. Au fond, ce que propose d'assez nouveau la position de la psychanalyse, science occidentale, c'est que la condition même du remaniement du savoir est la subjectivité, dans l'effectuation de son effort de singularité concrète. La trajectoire de chaque humain peut être l'occasion, après que la tradition familiale et culturelle l'a attrapée, qu'il s'en saisisse à son tour pour la remanier. La psychanalyse est sur ce chemin, et elle est donc fondamentalement subversive par la place qu'elle donne au sujet, alors que la voie traditionnelle mystique est toujours essentiellement adaptative. La tension hétérologue et le désir. Ce mouvement de prise et de déprise est le propre de chacun, le chemin de croix de tous, analystes ou non. On voit qu'il implique à la fois le corpus social et le génie singulier de chacun, dans une tension dont la nature hétérologique ne fait aucun doute. Sortir complètement de cette tension implique soit la solution du délire, soit du fascisme, qu'il soit de droite ou de gauche, ou encore du mysticisme, hindou ou autre. On en comprend mieux la tentation de ces chemins, à travers le côté magique qui est proposé dans ces voies, au contraire de la psychanalyse, qui ne propose en fait que l'effort d'un travail sans fin autour de cette tension symptomatique, tant que dure la vie. Alors que délire, fascisme et mysticisme proposent des solutions définitives à cette tension, visent à son arrêt. Comme le désir de simplement guérir quelqu'un de son symptôme, on s'en doute. Toutes ces attitudes ne sont guère que des courts-circuits dont le mysticisme est le plus parlant. Réunion du monde d'en bas et du monde d'en haut, fin de la division subjective, arrêt de la question d'un autre monde. Bref, c'est le désir de la fin de la barrière signifiante, ou encore autrement dit le désir de la psychose. Psychose contrôlée, en quelque sorte, inscrite dans le milieu culturel, tout à fait différenciée de la folie ordinaire d'ailleurs, qui n'a, le plus souvent, pas sa place dans ces trajets. Comme le désir de guérir est par ailleurs constamment présent, ou presque, dans une demande de début de thérapie, on comprend que l'analyste puisse se méfier de ce que cela peut en fait représenter de recherche mystique cachée pour son patient. S'il ne le fait pas, il ouvre la porte à une dérive mystique de son travail, de son école parfois, piège dans lequel Lacan est tombé avec sa proposition qu'il faut bien appeler ici mystique, de décêtre. Répétons-le, tous ces chemins, comme une part du désir de guérir, malgré les nombreuses différences culturelles, ont pour ambition, consciente dans certains cas, inconsciente dans d'autres, de supprimer la division subjective. Le désir étant ce qui traverse cette division subjective, puisqu'il est produit par elle, on comprend mieux le trajet commun des gourous, des nombreux médecins et psychiatres promettant le bonheur à travers leurs livres de psychologie positive et des maîtres mystiques à son propos. On attribue un sens au désir et un objet qui devient celui de la transe, de la sagesse, de l'ordalie, de la sérénité, de la méditation, ou simplement du bonheur, grâce auquel le mouvement se fige, la quête s'arrête, le but est atteint. Le désir et son objet se sont fondus l'un dans l'autre. Comme dans la passion amoureuse, dans sa dimension pathologique.
Toute dimension hétérologique a disparu, et le désir aussi dramatiquement souvent. Il faut ici accent aigu articuler les questions de pulsion, de désir, d'objet et de sens pour s'y retrouver un peu. La pulsion chez l'homme est la manifestation d'une différence de potentiel énergétique, une déviation des forces instinctuelles et biologiques vers des zones investies symboliquement, réglées par l'univers signifiant et ses plans radicalement séparés les uns des autres. Le désir en est la manifestation dans le symbolique, c'est le fait que cette pulsion peut en partie se dire. C'est la raison pour laquelle toute pulsion n'est pas désir, lorsque la parole fait défaut, mais peut être passage à l'acte ou autre symptôme corporel. Le signifiant est l'objet auquel accroche ce processus, où la notion de but peut être dite là encore. Le sens, enfin, est le chemin symbolique où peut se dire le trajet entre le désir et l'objet. On voit mieux, avec ces définitions, en quoi le désir de l'analyste peut être fondamentalement différent des autres que nous avons cités, soit le délire, le fascisme, le mysticisme du bonheur, voire l'amour passionnel pathologique. Il se déprend de la passion de l'objet pour s'intéresser plus précisément à la créative fonction désirante qui va exister d'un objet à l'autre. Aussi bien, puisque le sens est ainsi fixé par le but, par l'objet de la pulsion, de façon rétroactive comme l'a montré Lacan dans le schéma L, peut-on dire que ce désir n'a ni objet, ni sens assigné. Il est plus précisément le désir d'inventer du sens, la possibilité de passer d'un objet à un autre, une capacité hétérologue. Ainsi s'évite la fixation aliénante à un objet, à un sens, à une théorie, à une recette, à une idéologie. Ainsi peut-on s'adapter à l'hétérologie fondamentale du monde interne et externe, qui ne permet pas la dictature de l'objet, sauf à le forcer violemment comme dans le délire, le fascisme, ou le faire disparaître comme dans le mysticisme. C'est la raison pour laquelle si le désir au sens de l'analyste n'a pas d'objet attitré, le symptôme lui en a un, fixé, et c'est bien pour cela qu'il est symptôme. Mon premier travail a porté là-dessus, dans une clinique des traits symptomatiques. Si l'analyste est de mise pour participer à élucider le sens d'un symptôme, ce qui peut prendre beaucoup de temps et d'efforts, il n'a pas à trouver le sens du désir. Un conseil directif sur le désir est le contraire de l'analyse, devenue alors une pratique de coaching, grande pourvoyeuse de dépression et de passage à l'acte, puisqu'il remplace et donc supprime la fonction désirante elle-même. Objet et désir. Mais il faut revenir sur la question du désir et de l'objet. C'est qu'en fait il ne peut exister en toute logique sur les axiomes que j'ai posés, de désir sans objet, puisque pour qu'il y ait désir au sortir d'une pulsion, c'est que l'univers signifiant y est pris, y participe. Désir et objet sont ainsi dans un rapport quantique. Soit on aperçoit l'objet, soit on aperçoit le désir, mais jamais les deux en même temps. Le désir apparaît lors du manque de l'objet, par exemple dans le célèbre exemple freudien du jeu du Fordat, et à l'inverse l'objet apparaît lors du manque du désir, dans son acception d'objet imaginaire idéal perdu de la dépression. Objet et désir n'existent pas l'un sans l'autre, dès lors le désir sans objet ne peut exister. En fait, pas de désir sans objet, sauf qu'il vaut mieux que l'objet ait alors une fonction de leur. Expliquons-nous, s'il ne l'a pas, c'est la névrose ou pire. Le leur, c'est un objet déjà changé pour un autre. C'est le leur qui permet d'attraper le brochet, comme c'est le fait que l'analyste accepte d'être l'objet du transfert qui permet l'analyse du désir symptomatique. Donc, si le désir ne peut exister sans objet, tout tient ensuite au statut de cet objet. Soit il est épinglé, fixé, arrêté, non interchangeable, auquel cas il produit de l'aliénation, soit il est secondaire par rapport au processus du déroulement pulsionnel dans le monde signifiant qui devient alors premier, l'objet devenant à ce moment mobile, remplaçable, vivant, simple prétexte au déroulement de la vie. Ainsi, il n'y aurait pas de but de la vie pour l'analyste, mais des buts de la vie, variables comme le flux même de l'existence, et en tout cas dans une disposition telle que le but serait toujours secondaire au processus vivant qui permet de l'approcher, de sans cesse le retrouver. Désir mystique, désir de l'analyste. Il faut revenir un instant sur cette question, pour autant qu'on entend bien qu'elle est en fait centrale, autour des mouvements lacaniens en particulier. En quoi le désir de l'analyste se différencie-t-il du désir mystique ? Si c'est simplement accepter de traverser ensemble cette vallée de larmes, supporteur son symptôme, annuler tous les objets de nos sens pour une place vide qui mobilise un désir sans objet,
dans un décêtre débarrassé du fantasme, nous voilà dans un mysticisme inavoué et raté par là même. Il s'agit de mysticisme, car la supposition lacanienne exige que le désir de l'analyste ait atteint cet être pour la mort, cet au-delà de la vie sensible qui est le but de tout mystique. Il est raté car il n'est que creux, vide de toute résonance essentielle, totalement inhumain, mortifère et nihiliste. En fait, il rate même l'esthétisme fondamental qui est l'aspect le plus précieux de tous les vrais mystiques, autrement dit l'ouverture au domaine de l'art, dont le plus évident est bien sûr Saint Jean de la Croix, qui in fine situe l'extase mystique dans les jeux poétiques. Cette identification profonde au monde, celui d'en bas et celui d'en haut, qui fait l'humanité des mystiques, faite des résonances sensibles, morales et intellectuelles que procure le débarras du moi et de ses aléas narcissiques pour aller vers des résonances plus universelles, et chez Saint Jean de la Croix simplement abordable par la poésie de la langue. Dès lors, c'est le plus accessible des mystiques, chacun peut y aller de sa partition. C'est au fond le seul qui autorise ce chemin par l'invention d'une langue singulière, et à ce titre, il est le vrai passage entre mysticisme et analyse. Le salut par l'invention du style, et le dépouillement des objets matériels, tel est le message de Saint Jean de la Croix qui nous intéresse. Grâce à la valorisation de la métaphore poétique, il garde la spaltung liée au langage, et propose à tout homme l'invention de sa langue, et donc, phylogénétiquement, un vrai dialogue avec l'au-delà de soi, ce que certains appellent le divin, voire l'invention continuelle de ce divin. À chacun sa Bible, avec Saint Jean. Ce qui n'est guère éloigné d'à chacun son désir. Pour tous les autres mystiques trop éloignés de l'art, dont nos psychiatres vendeurs de bonheur qui inondent les librairies, le but est en fait la fin de la parole dialogante, pour se fondre soit dans le silence de la vibration du monde, soit la psalmodie répétitive et cathartique, ou l'être pour la mort des lacaniens. À chacun l'invention de son style, si je puis dire. Voilà ce qui différencie la psychanalyse du chemin religieux et précisément du trajet mystique. Que le désir de l'analyste soit du côté de la sacralisation du texte, de la vérité du texte, lacanien ou freudien, et le voilà sans qu'il ne s'en doute du côté du religieux qui n'est rien de différent, même si ces textes-là datent un peu. Qu'il soit du versant d'un état de décêtre, débarrassé du fantasme, et le voilà orienté du côté d'un mysticisme caché, d'autant plus pourvoyeur d'effets sectaires qu'il ne se dit pas tel. On se doute que l'un ou l'autre versant abrite des traits psychopathologiques de nature différente chez l'analyste, scorie de son trajet analytique personnel, incomplet. Aussi la seule position qui me paraisse authentiquement analytique est celle de la curiosité, de l'humilité et du remaniement qui vient supposer que chaque patient puisse venir bousculer le savoir de l'analyste, dans une invention continuelle qui est le vrai plaisir de ce métier. Le désir de l'analyste est alors une dynamique de recherche, et non un état quel qu'il soit. Le mysticisme est en effet soutenu fondamentalement par l'horreur d'être, faute d'un destin vivant, impossible dans des époques, des sociétés, des familles, des contextes sociaux où le trajet subjectif est complètement clos. L'alternative est alors du côté de ce plaisir d'une connaissance rebelle, qui causa suffisamment de problèmes à Spinoza et d'autres pour que nous nous en souvenions. C'est que le véritable savoir, en lien avec le mouvement du monde, est toujours rebelle à toute théorie ou vérité fixe. C'est l'ambition de la psychanalyse que de soutenir cet accès pour le sujet, avec sa conséquence d'invention, donc de perturbation familiale et sociale prévisible. Si l'on ne veut pas de vague sociale, alors ne reste que le retour du règne de l'objet, de la norme du texte sacré support de la dérive sectaire de l'analyste dans une mystique non dite. Sinon, ce désir autorise le remaniement social, via la promotion du destin singulier qui est sa marque. On ne guérit pas du désir, sauf dans le mysticisme. Le désir auquel l'analyste se fait écho, est-ce le désir de ne plus souffrir, donc de guérir l'autre dans une projection de cette toute-puissance, ou celui de retrouver suffisamment de plaisir à vivre malgré et avec la spaltung signifiante, c'est-à-dire en restant dans le monde des hommes? Ce n'est en fait pas du tout la même chose, donc ni la même écoute, ni la même visée. Soit le symptôme amène au désir d'absolu, de nirvana, de guérison, soit il entraîne un désir de savoir sans fin, un effort sans fin. Ou il inaugure une sortie du monde, dans l'ordalie de la maladie ou de l'extase, ou il y ramène dans un chemin de connaissance en perpétuelle surprise et rencontre, bonne ou mauvaise. Ces deux axes orientent le trajet de certains analystes.
Il peut aller vers la figure du maître, lequel est toujours sans histoire, figure mythique, avatar du divin, souvent sans réclamant expressément, parfois non, mais qui peut avoir toutes sortes de noms, même ceux de Freud ou Lacan pour certains, ou n'importe qui dont la fragilité narcissique le pousse à valider ces jeux dangereux. Mais il peut aussi prendre acte de sa singularité dans son corps, faite de plaisir et de symptômes, d'histoires entrecroisées, de transmissions toujours incomplètes, de fidélité et de trahison, faisant ainsi prendre sens à sa vie et à certaines de ses traces, sens dont la singularité absolue le met à l'abri de la compréhension, dans une lutte humaine dont la dignité dernière est d'être à contre-courant de l'entropie générale. Combat perdu d'avance vis-à-vis de la doxa, dont on sait qu'ils sont les seuls qui vaillent, car ce sont ceux de l'invention nécessaire à la vie. Désir et mysticisme, saint Augustin et la butée du corps. Saint Augustin est un bon exemple de cette voie inverse de l'analyse, la voie mystique. Il appartenait à une époque où ce qu'on appellerait aujourd'hui l'ascenseur social ne fonctionnait pas très bien. L'Afrique du Nord était à l'époque sous une domination romaine extrêmement corrompue. Les grands propriétaires verrouillaient tout remaniement social. La plupart des gens des classes moyennes n'avaient pas grand-chose d'autre à espérer que le difficile maintien de leurs conditions. Le catholicisme à cette époque avait pignon sur rue, 2 ou 3 empereurs s'étant convertis précédemment. À cette époque, beaucoup de sectes se concurrençaient, dont le manichéisme. La critique augustienne de ce manichéisme est intéressante, et d'autant plus fondée qu'il fut lui-même manichéen dans sa jeunesse. Voici ce qu'il lui reproche. Les manichéens posent 2 substances opposées, le bien et le mal, et les font se combattre. Or, si Dieu est incorruptible, au sens métaphysique du terme, pur de tout mélange et incapable d'être mêlé à une autre substance, le mal n'a aucun moyen de le combattre. Donc, soit les manichéens conçoivent que Dieu est imparfait, ce qui va contre la définition de Dieu, soit Dieu est bien incorruptible pour les manichéens, mais il a alors engagé de lui-même un combat gagné d'avance contre le mal. Que Dieu soit l'auteur d'une agression gratuite, est aussi inacceptable que son imperfection. La conclusion est que le manichéisme est inapte à donner une bonne conception de Dieu. C'est en fait le cahier des charges de toute l'œuvre de saint Augustin, qui n'aura de cesse de réduire le champ de la tension entre des dimensions antagonistes, ici le bien et le mal, mais bien d'autres encore dans son œuvre, charité, concupiscence, cité de Dieu, cité de l'homme, etc., pour les dissoudre en un amour divin dont l'universalisme vient clore le débat. Sauf que cet universalisme n'est pas à la portée de l'homme, mais de Dieu seul, ce qui différencie tout de même largement mysticisme et fascisme. Le fait de situer la vérité dans l'au-delà libère tout de même les hommes d'une part de leur pouvoir les uns sur les autres, même de leur pouvoir thérapeutique. Citons à nouveau saint Augustin. Prenons garde, et que personne, si sa parole corrige quelque autre, ne s'en attribue les faits. C'est la règle chez les chefs fascistes, au contraire, de s'attribuer les qualités du divin. L'histoire abonde de trop d'exemples pour qu'il soit besoin de s'appesantir. La philosophie théologique de saint Augustin doit d'ailleurs beaucoup aux conséquences historiques de la dictature de Dioclétien, 100 ans plus tôt, qui régna en chef divin dans le but, croyait-il, de rassembler un empire romain bien mal en point, persécutant toutes les sectes qui parlaient peu ou prou de transcendance, dont le christianisme. Lequel se répandit alors dans tout l'empire, suite à cette sanglante persécution, proposant un lien social un peu apaisé grâce à la distance qu'il proposait avec le divin. L'empereur romain à l'époque de saint Augustin était chrétien, grâce à Dioclétien et bien malgré lui. Cependant, cette vérité transcendante en laquelle les contradictions de l'humain et du monde se dissolvent a un nom, et aussi une limite logique, l'oxymore, qui en est l'outil principal, selon Sylvain Le Tournel. Ainsi Augustin connaît comme Rousseau une dynamique personnelle qui repose sur l'antagonisme de 2 langages, celui du même, celui de l'autre, qui peut avoir pour nom Dieu. Le mystère de ce qu'il appelle lui-même, le conflit des 2 volontés peut se comprendre comme un conflit purement linguistique. Comme le remarque Eugène Vance, pour saint Augustin, les problèmes du langage étaient inséparables de la notion d'existence elle-même. On pourrait aller plus loin. Le mystère de la vie et de la mort est lui-même un effet de langage. De même que Dieu ne se laisse appréhender que par l'inversion des signes ou par la tautologie, la vie ne se laisse nommer que par une extravagante figure de rhétorique, l'oxymore. Je ne sais pas d'où je suis venu ici, dirais-je dans cette vie mourante ou dans cette... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres,
Utilisez le lien dans la description de la vidéo.